La question du jour, la politique de la concurrence ou comment laisser faire, mais aider un tout petit peu quand même à laisser faire. Dans ce cours, on vous a d'abord présenté la très jolie construction du marché de concurrence pure et parfaite, une construction si jolie qu'elle conduisait à un optimum de Pareto. Moi, j'aime pas ce mec, Pareto. Il se fiche complètement de la répartition des richesses. C'est vrai qu'il propose d'abord un critère d'efficacité. Un optimum de Pareto, c'est une situation où le surplus social est maximal. On ne pourrait pas améliorer la situation d'une personne sans détériorer la situation d'au moins une autre personne. Alors que ça pourrait être bien, renoncer à de l'efficacité pour de l'équité. Choisir d'avoir un surplus social plus petit, mais mieux réparti. C'est une possibilité, c'est vrai, mais le critère de Pareto reste important dans la construction de la discipline. Donc, on vous a montré que la concurrence pure et parfaite amenait une allocation des ressources où le surplus social était maximal. On a ensuite étudié des situations de concurrence imparfaite. Les entreprises ne sont plus en atomicité, elles ont un pouvoir de marché plus ou moins important. La situation extrême, c'est le monopole. Un seul géant sert toute la demande. Mais on peut avoir un oligopole, une situation où quelques entreprises seulement se partagent le marché. Elles auront déjà un pouvoir de marché si jamais le marché n'est pas contestable. Sauriez-vous donner instantanément une définition de tous les termes qui s'affichent ici si je vous réveillais à 4 h du matin pour vous les demander? Non? Allez revoir les épisodes précédents. Si vous êtes toujours avec nous, si vous n'avez pas cliqué sur les épisodes précédents, c'est que vous savez parfaitement qu'en cas de concurrence imparfaite, le surplus social va être plus petit qu'en situation de concurrence. Malheur! C'est la faute aux entreprises qui abusent de leur pouvoir de marché en choisissant de faire de très gros surplus au détriment des consommateurs. Le surplus des consommateurs sera amoindri. Malheur! Mais voici que l'État vole à leur secours. Pour défendre les consommateurs et rétablir une situation d'efficacité de surplus social maximal, moi, l'État, j'interdirais la concentration du marché en oligopole et autres monopoles, à moins que leur existence ne soit justifiée. Justifié? Pourquoi? Il y a des monopoles et des oligopoles qui se justifient. Oui, on en a déjà parlé. Il y a des monopoles qu'on appelle naturels. C'est quand il faut investir des énormes coûts fixes avant de démarrer la production, mais qu'ensuite le coût marginal est très bas. C'est très difficile de commencer à produire, mais une fois la production commencée, on peut servir une très large demande très facilement. On justifie donc ces monopoles dits naturels par la spécificité de leur technologie de production. Un exemple typique, le train. C'est très coûteux d'installer des rails dans tout un pays et de mettre en marche un train, mais une fois ça fait, ajouter un passager dans un train, ça coûte pas grand-chose. Ah, donc les moyens de transport, ça peut être des monopoles naturels, ils ont une justification. Par exemple, moi, je peux avoir un mot pour continuer de faire ma montgolfière pliante à plastronium polycovalent en monopole? Vous avez des gros coûts fixes et un coût marginal super bas? Non, pas spécialement. Alors vous n'êtes pas un monopole naturel. Dommage. Pourtant, je propose un moyen de transport. C'est très utile à la société. C'est vraiment la structure des coûts qu'on regarde pour déterminer si un monopole est naturel ou pas. Cela dit, je pense que vous pourriez bénéficier d'une justification pour rester en monopole. Génial! Mais temporairement. Ah bah c'est déjà ça. Car vous êtes un monopole d'innovation. C'est clair. Personne n'avait jamais utilisé de plastronium polycovalent. Vous pouvez avoir un brevet qui vous protège quelque temps, mais si vous n'avez pas ces justifications, et si l'autorité de la concurrence vous voit en train d'exercer un pouvoir de marché là, sous son nez, elle va vous administrer une sévère correction. Car tout pouvoir de marché, en dehors de ces situations de monopole naturel ou de protection de brevets pour favoriser l'innovation, résulte de pratiques anticoncurrentielles rigoureusement interdites. Il n'y a qu'à lire les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Article 101, article 102, article 101, article 102. Mais vous dites des pratiques anticoncurrentielles. C'est quoi ces pratiques? Je veux dire, en pratique, il y en a 3. 1. Les fusions-acquisitions. 2. Les ententes entre entreprises, les cartels par exemple. Et 3. Les abus de position dominante. Commençons par les fusions-acquisitions. Qu'est-ce qu'une acquisition? C'est lorsqu'une entreprise achète une partie d'une autre entreprise. Une partie? Quoi, les entreprises sont un petit morceau? Mais oui, bien sûr.
Les petits morceaux s'appellent des actions. Lorsque vous êtes actionnaire d'une entreprise, vous détenez une partie de la propriété de cette entreprise. Vous êtes l'un des petits propriétaires de l'entreprise, vous en possédez un petit morceau. Propriétaire des morceaux d'entreprise, non, je comprends pas. Je connais seulement un propriétaire de l'appartement. C'est quoi les morceaux d'entreprise? Si par exemple, je suis un des actionnaires chez Google, ça veut dire il y a un petit tabouret d'un petit salarié de Google, c'est mon tabouret? Il est à moi? Eh bien oui, c'est à peu près ça. En fait, plus précisément, ça veut dire qu'une minuscule partie de ce tabouret est à vous, mais vous avez également une minuscule partie de l'ordinateur du petit salarié, de son contrat de petit salarié, et une minuscule partie de tous les meubles, de tous les contrats, de tous les bâtiments de cette entreprise. Ok? Bah ça va me servir à rien. Au moins un tabouret, je peux m'asseoir dessus. La micro-partie de chaque meuble, bah je vais rien faire avec. Non, mais vous aurez le droit de récupérer une partie des bénéfices de l'entreprise, et puis vous pourrez voter les décisions de l'entreprise. Ah oui, ok. Pas mal. Donc, une acquisition, c'est une situation où une entreprise achète des actions d'une autre entreprise. On dit qu'elle prend des participations dans l'autre entreprise, ce qui lui permet d'exercer un certain contrôle dessus, bien sûr. Ah, finalement, je vais te changer le logo. Et pourquoi on dit fusion-acquisition et pas seulement acquisition? Parce que la fusion est l'acquisition à l'extrême. C'est lorsque deux entreprises se réunissent en une seule. On comprend bien que les fusions-acquisitions peuvent augmenter la concentration sur les marchés. Attendez, j'étais plus concentrée. C'est quoi déjà, concentré? Un marché concentré, c'est quand il n'y a qu'un petit nombre d'entreprises dessus. Ah oui, voilà. Et on veut pas que ça se concentre. Non, on veut que le marché soit le plus proche possible de l'atomicité pour rester proche de la situation de concurrence pure et parfaite et dégager un surplus social maximal. C'est pour ça que les opérations de fusion-acquisition vont être soumises à l'approbation des autorités de la concurrence. Donc, si je vends des lamas d'appartements et que je veux racheter l'entreprise de Cassandra qui vend aussi des lamas d'appartements, l'autorité de la concurrence risque de dire non. Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Si vous êtes deux toutes petites entreprises et qu'il y en a plein d'autres sur le marché, ce sera pas un problème. Si vous êtes de grosses entreprises, eh bien... Ouais, c'est une question d'appréciation, quoi. Oui. Mais donc la fusion-acquisition, ça n'est interdit que si une entreprise rachète une autre entreprise qui vend la même chose. Par exemple, si Cassandra avait une entreprise qui vendait des chats angora d'ornement d'étagère, bah, je pourrais la racheter. Eh bien, l'autorité de la concurrence pourrait quand même y réfléchir et envisager de l'interdire. L'interdire? Mais pourquoi? Ils interdisent tout là ou quoi? Ça va pas concentrer le marché si on veut pas la même chose. Sauf que la définition d'un marché n'est pas si simple que ça. Est-ce que là, il s'agit de deux marchés différents, le lama d'appartement et les chats angora d'ornement d'étagère? Ou est-ce qu'il s'agit de deux biens pas tout à fait homogènes mais d'un même marché, l'animal de compagnie en ville? Par exemple, à la fin des années 90, l'entreprise Coca-Cola avait voulu racheter Orangina, et ça avait été interdit. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes boissons. Mais le marché jugé pertinent n'a pas été celui du cola, mais celui du soda. Vous voyez? Ah ouais, c'est hyper subtil en fait. Subtilité supplémentaire. Si Einstein a une entreprise de lamas d'appartements et qu'il rachète votre entreprise Cassandra, qui produit aussi des lamas d'appartements, on dit qu'il s'agit d'une concentration horizontale, parce que vous produisez des biens similaires. Mais l'autorité de la concurrence peut aussi interdire des concentrations verticales. Exemple. Cassandra produit des recharges de bave nécessaires à la production de lamas d'appartements. Si elle prend des parts dans l'entreprise d'Einstein, elle aura intérêt à ce qu'Einstein réalise de gros bénéfices puisqu'elle en percevra une partie. Et alors, elle va sans doute favoriser Einstein par rapport aux autres entreprises de lamas d'appartements. Ça s'appelle un verrouillage ou une forclusion du marché. C'est interdit. Deuxièmement, les cartels ou ententes. Ce sont des situations où quelques entreprises se partagent le marché et vont réussir à s'entendre sur le prix pour avoir un pouvoir de marché. En général, il s'agit d'ententes évidemment non formalisées puisque c'est interdit. L'autorité de la concurrence doit réussir à les déceler tout de même. Allez, vas-y, cherche l'entente non formalisée, vas-y. C'est pourquoi, en référence à la théorie des jeux, elle a décidé d'instaurer le principe de la clémence. Pour pousser les entreprises faisant partie d'un cartel à dénoncer le système, elle ne condamne pas ou peu les entreprises faisant partie d'un cartel mais qui se dénoncent d'elles-mêmes. Vous vous souvenez du jeu du dilemme du prisonnier? L'idée est de faire en sorte que la stratégie dominante des entreprises soit de se dénoncer. Vous ne connaissez pas le dilemme du prisonnier? Allez voir la vidéo correspondante. Pour finir, l'autorité de la concurrence lutte contre les abus de position dominante. Un exemple d'abus, les opérations de vente liées.
Ça consiste à vendre plusieurs produits différents en même temps sous la forme d'un package. En 2004, la Commission européenne a accusé Microsoft d'abuser de sa position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation pour monopoliser un autre marché, celui des lecteurs multimédia. Car Microsoft liait son lecteur Windows Media Player à l'achat du système d'exploitation Windows. Ça aurait pu lui coûter 794 millions de dollars, mais Microsoft n'a pas obtempéré. Ça lui a donc coûté 1,44 milliard de dollars après une seconde condamnation. Mais donc, la concurrence, on dit que c'est le laisser-faire. Alors qu'en fait, on peut pas laisser faire. Il faut une autorité de la concurrence pour intervenir, quoi. C'est vrai, laisser faire, c'est aider à laisser faire. Ce que vous devez retenir, la situation de concurrence pure et parfaite amène en théorie à un surplus social maximal. La concurrence imparfaite, lorsqu'il n'y a plus d'atomicité du côté des entreprises et qu'elles peuvent exercer un pouvoir de marché, amène à une réduction du surplus social et surtout une augmentation du surplus des producteurs au détriment du surplus des consommateurs. Certaines situations de monopole sont justifiées. On pense au monopole naturel ou au monopole d'innovation, mais les autres situations de pouvoir de marché résultent de pratiques anticoncurrentielles interdites. L'autorité de la concurrence est chargée de veiller à faire respecter la loi en contrôlant les fusions-acquisitions, en tentant de démanteler les cartels, en condamnant les entreprises qui abusent de leur position dominante, par exemple en pratiquant des ventes liées.